Bonjour et bienvenue dans Warhammer Chronique, l'émission où vous allez plonger dans l'un des nombreux récits de l'univers de Warhammer. Aujourd'hui, un seul mot d'ordre. Embuscade. Et n'oubliez pas, dans le dangereux monde de Warhammer, le port du casque est fortement conseillé. Bon voyage. Les crocs dans le noir. Le dernier groupe de coureurs d'égout envoyé par Chris Kick pour explorer les sous-sols de Mirigliano était revenu. L'assassin et ses frères du clan Eshin avaient été engagés par un autre clan dans le but d'empoisonner les sources d'eau potable de la ville en prévision d'une attaque de grande envergure. La porte sud, fermée, maître. Lourde porte, nouvelle porte. Ça sent l'humain. Des gardes, pas bon. La porte est, c'est pareil, maître. L'assassin se tourna vers le chef du dernier groupe, en émettant un grognement qui révéla ses dents tranchantes, comme des rasoirs. La porte ouest, pareil, parle, vite. Non, maître, porte ouest abandonnée, vieille et rouillée, facile, mais... Maître, les tunnels passent par là où les humains mettent leurs morts dans la terre. Ah, des tombes, jamais compris les humains. Pourquoi jeter de la nourriture comme ça? Pas de garde à la porte rouillée? Parfait. Mais maître, odeur de mort humain là-bas. De mort qui marche. Bah, pire que les humains au combat. Juste pas bonne odeur. Pas peur. On va là-bas. Le cimetière était ancien et avait certainement été abandonné depuis des centaines d'années par les humains. Du lierre et des mauvaises herbes poussaient partout, envahissant les tombes, lézardant la pierre peu à peu. Les yeux perçants du maître assassin, pour qui la nuit était aussi claire que le jour, inspectèrent les lieux. Il remarqua presque immédiatement que certaines tombes avaient été ouvertes. La terre fraîchement enlevée était encore humide sur les côtés. C'était comme si quelques charognards avaient creusé un trou pour trouver les corps enterrés. Ou peut-être les occupants des tombes eux-mêmes avaient-ils décidé de remonter par leurs propres moyens. Tels étaient les signes de la présence de morts-vivants en ces lieux. Mais Chris Kick était venu jusqu'ici avec une mission. Il décida donc de continuer. De toute manière, il préférait nettement devoir faire face à des morts-vivants que de retourner chez son seigneur en ayant échoué. Le Skaven scruta lentement le cimetière. « Celle-là !» chuchota l'assassin en pointant le doigt vers un petit mausolée orné de statues. « Le passage, dedans. » Les coureurs d'égout s'approchèrent de l'escalier obscur qui menait vers le bas, et un étrange son leur parvint de l'intérieur. C'était un cri très aigu, qui agressait les sens aiguisés des Skaven, les forçant à se couvrir les oreilles, et qui cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Un sentiment de malaise figea le groupe d'hommes rats, leur fourrure se hérissant sur leur nuque alors que s'accéléraient les battements de leur cœur. L'odeur de la peur envahit l'air. Puis, les morts-vivants attaquèrent. Des dizaines de squelettes émergèrent des tombeaux et des cryptes, agrippant de longues lames rouillées et des boucliers pourris de leurs mains décharnées. Les coureurs d'égout hésitèrent quelques secondes et semblèrent sur le point de fuir. Mais Chris Kick garda son calme et hurla. « Pas fuir. Tu fuis, je tue. Tout le monde se bat. Il meurt vite et facile. » Et comme pour illustrer ses propos, l'assassin lança un shuriken vers la nuque de l'un des guerriers morts-vivants. Le crâne de la chose tomba sur le sol et en quelques secondes, le reste de ses os explosèrent. Motivés par la présence de l'assassin, les coureurs d'égout dégainèrent leurs armes et attaquèrent. Chris Kick souriait intérieurement, se demandant si ses frères avaient suspecté la présence dévastatrice de la Malpierre sur ses armes. Il savait que la meilleure arme de ses ennemis était la peur qu'ils infligeaient et qu'ils n'étaient que de médiocres combattants. Le combat fut terminé. Les adeptes du clan Eshin étaient des tueurs nés, et ils n'avaient eu aucune difficulté à se débarrasser des morts-vivants. « Vous avez vu? Trop lent pour le clan Eshin. Facile. Allez, descendez. » Les coureurs d'égout descendirent dans la sombre crypte. Ils arrivèrent rapidement à une grande chapelle souterraine. Entrez, sous l'autel. Attendez. Cette fois, l'attaque fut soudaine et inattendue.
Des dizaines de créatures humanoïdes aux faciès bestiaux jaillirent des alcôves obscures de la chapelle et se jetèrent sur les Skaven. Des ghouls! Le combat se déroula différemment car les ghouls n'étaient pas aussi lentes que des squelettes. Leurs attaques étaient rapides et sauvages. Malgré l'évidente supériorité matérielle et martiale des coureurs d'égout, le combat ne tournait pas en leur faveur. Les créatures ne semblaient pas ressentir la douleur et la moindre coupure de leurs griffes pouvait s'avérer fatale. Bientôt, plusieurs Skaven gisaient sur le sol, leur corps secoué de spasmes. Les coureurs d'égout auraient été très certainement submergés par leurs adversaires sans la présence de l'assassin. Le maître du clan Eshin virevoltait entre ses ennemis. Ses lames suintantes frappaient de tous les côtés, ne laissant derrière lui qu'un tas de cadavres. En quelques minutes, la férocité des ghouls s'évapora devant le massacre provoqué par Kriskik, et elles s'enfuirent vers le fond de la chapelle. Précédés par l'assassin, les 3 derniers coureurs d'égout s'élancèrent à leur poursuite. Ils arrivèrent dans une salle plus petite, juste derrière l'autel principal. Au centre de la pièce se trouvait un sarcophage de marbre noir. Les ghouls étaient rassemblés tout autour, grattant et frappant le couvercle de leurs griffes en émettant des gémissements de peur. Le lourd couvercle se déplaça lentement, poussé de l'intérieur par une main griffue. Une créature se leva du sarcophage, et toutes les ghouls s'accroupirent respectueusement. Une odeur de mort et de décrépitude emplit rapidement la pièce. Les Skaven reculèrent devant ce monstre, tellement similaire aux ghouls prosternés à ses côtés, et en même temps tellement différente. Il était plus grand et plus puissant. Ses traits rappelaient aux hommes rats les chauves-souris avec lesquels ils partagent leur tunnel. Ce furent plutôt les yeux verts, brillants d'une lueur de cruauté inouïe, qui fit penser aux Skaven qu'ils étaient devenus des proies. La créature hurla et attaqua les coureurs d'égout à une vitesse incroyable. 2 Skaven furent empalés par les énormes griffes de la créature avant même d'avoir pu lever leurs armes pour se défendre. Le dernier se retourna et s'enfuit sur quelques mètres avant de se faire rattraper par le monstre. Le corps du Skaven se sépara en 2 parties inégales sous la pression exercée par les bras puissants de la créature. Kriskik était un trop bon combattant pour tourner le dos à un tel adversaire. Il resta sur ses gardes, prêt à toute éventualité. La monstruosité s'approcha d'un des cadavres. Tout en posant son regard sur l'assassin, commença à en boire le sang. Kriskik comprit enfin ce qu'était la créature en face de lui. Un vampire. Celui-ci bondit soudain et s'accrocha au plafond de la chapelle, son monstrueux regard rivé sur le Skaven. Kriskik fit quelques pas en direction de la sortie, mais il s'arrêta en sentant les ghouls se déplacer derrière lui. Le Skaven réalisa qu'il devait tuer la créature s'il voulait s'en sortir vivant. C'était sa seule et unique chance. Depuis le sombre plafond, le vampire regarda fixement l'étrange halo verdâtre qui émanait de l'épée de l'assassin. C'était un avertissement, comme le souvenir douloureux d'une lointaine expérience. Les ghouls étaient bien trop proches et Kriskik attaqua. Il lança un shuriken en direction du vampire, mais la créature le dévia d'un simple geste. Comme en réponse à son attaque, le vampire commença à psalmodier des mots dans un langage inconnu, son doigt tendu vers le Skaven. Kriskik ne ressentit rien, puis, lentement ses armes devinrent plus lourdes, et ses bras se mirent à trembler. Lorsqu'il essaya de se déplacer, il sentit que ses mouvements étaient devenus lents et maladroits. L'assassin constata avec horreur que la fourrure au dos de ses mains commençait à devenir gris et à tomber. Les Skaven n'étaient pas des créatures possédant une longue durée de vie, et les pouvoirs nécromantiques qui avaient été jetés sur lui transformaient chaque seconde en moi. Pris de panique, Kriskik essaya de se retourner pour fuir, mais ses jambes se dérobèrent sous lui et il s'effondra sur le sol, incapable de se relever. Alors que les ghouls festoyaient des corps des Skaven morts, le Stridge ramassa les armes de l'assassin du tas de poussière au sol. Pendant quelques instants, la créature admira les lames, fascinée par les étincelles d'énergie verdâtre qui en jaillissaient. Puis il se retira vers une alcôve sombre, où il laissa tomber les lames suintantes sur un tas d'armes, de joyaux et d'autres objets magiques collectionnés depuis des centaines d'années. Un étrange sourire déforma son monstrueux visage. Nouveau présent pour Ametep.
beau présent. Embuscade noire. Le bruit des bottes naines résonnait dans la vallée alors que la colonne interminable de longues barbes, de marteliers et de brise-fer marchait au rythme martial des tambours et au son des corps de guerre. Au-dessus, sur les crêtes, de sombres silhouettes passaient d'ombre en ombre. Les éclaireurs elfes noirs communiquaient entre eux en sifflant comme des oiseaux pour indiquer la lente progression de l'armée du roi nain. Il pouvait à présent distinguer ce dernier, juché sur son trône, que portaient 4 rudes vétérans nains. Un hurlement strident se répercuta entre les montagnes au moment où la colonne naine atteignait le centre de la passe. Au sommet du mont sanglant, Morgir sourit sinistrement à son second, Kérith. « Accordons-leur quelques minutes. Je veux que les rocs coupent la retraite du roi en tombant. Ils seront pris au piège, comme des rats. Tes cavaliers sont-ils prêts à charger ?»« Oui, madame. Ils attendent dans un taillis à l'est et chargeront dès que la terre commencera à trembler. Le roi ne doit pas s'échapper. Son sang me sera fort utile lorsque je prendrai le pouvoir à mon frère. Le sang nain est très riche, m'a-t-on dit, et celui de leur haut roi sera de la plus grande aide pour traiter avec mon maître. » Le chevalier elfe noir ne put s'empêcher de frissonner. Il n'osait même pas imaginer ce qui pourrait bien rendre Morgir encore plus puissante. Les hurlements de ses rituels hantaient les nuits sombres autour de la tour. Morgir commença à chanter en gesticulant fébrilement des mains. L'air devint sec et brûlant, alors que Kérith sentait son corps se dessécher. Une aura obscure entourait à présent la sorcière, et ses bras laissèrent de légères traînées d'ombre en s'agitant. Elle poussa un hurlement hideux en tirant une dague de sa ceinture, et plongea celle-ci dans le corps de l'acolyte qui se trouvait à proximité. Alors que la vie de l'elfe noir s'écoulait dans l'herbe, sa maîtresse prononça l'incantation finale, et le sol se mit à trembler. Tandis que les arbres tombaient au sol autour d'eux, les chevaliers de Kérith chargèrent vers les nains. Un énorme mur de roches et de poussière s'abattit dans la vallée, apportant la mort à l'arrière-garde de l'armée naine, anéantissant le train d'artillerie dans un grand bruit de bois brisé et de métal froissé. En hurlant de triomphe, Morgir projeta un éclair de ténèbres sur les nains horrifiés. L'énergie magique se tordait furieusement vers le sol de la vallée lorsque le sort fut soudainement dissipé. Contrariée, la sorcière ferma les yeux pour découvrir ce qui n'avait pas marché. Là, un autre sorcier. Ouvrant à nouveau les yeux, elle scruta les rangs nains et remarqua une silhouette rouge à côté du haut roi. Un sorcier de l'Empire, du collège de magie flamboyant. Au moment même où elle l'apercevait, elle vit une énorme boule de feu éclater sur ses chevaliers, les jetant à terre en transformant les arbres en un infernal brasier. Morgir éclata de rire en rassemblant sa puissance pour lancer un nouveau sort. Il lui restait encore du pouvoir à revendre, et le sang du roi nain sera sien. Embuscade sur la route d'Esterveld. Le tonnerre roulait sur un ciel noir, et la pluie tombait en rideaux sur les denses frondaisons de la forêt de Dragvald, noyant les autres bruits sous son vacarme. Même les branches enlacées des arbres vénérables ne pouvaient retenir l'averse, et les sentiers qui sillonnaient les bois s'étaient rapidement transformés en ruisseaux visqueux, la boue semblant vouloir retenir les roues des calèches qui les empruntaient. Caché derrière un immense chêne, Borzar observait la caravane qui traversait le défilé quelques mètres sous sa position. Son souffle fumait dans l'air humide, alors qu'il grognait doucement pour lui-même en attendant le signal de Graktar. Il se retourna pour balayer du regard ses guerriers, Gore et Ungor réunis, et son grondement crut en intensité sous l'effet de l'excitation. Tout allait bien se dérouler, d'autant que le chaman Œil Noir avait prédit l'ascension prochaine d'un champion. Graktar avait ordonné au grand corps Khazrak de s'occuper de l'arrière-garde. de l'arrière-garde de la caravane, ce qui priverait ce dernier de l'opportunité de garder le gros butin pour lui. Sous la pluie, les gardes de la caravane semblaient misérables. Trempés et glacés, leurs capuches étaient rabattues sur leurs visages,
et ils cheminaient péniblement à côté des chariots, inconscients de l'imminente embuscade. La pénombre dissimulait les hommes bêtes. Le vent et la pluie masquaient leurs odeurs et leurs bruits, tandis que leurs lourds chariots avançaient péniblement. Pas beaucoup garde. Beaucoup vin et bière. Beaucoup chair. Il leva sa lourde lame et révéla ses dents jaunées. Bon festin. Avant que quiconque ne puisse lui répondre, un coup de tonnerre éclata à proximité, et dans la seconde qui suivit, les premiers cris d'alarme s'élevèrent des soldats piégés dans le défilé. Borzar tourna la tête vers l'arrière de la caravane et distingua une horde de Gor et d'Ungor qui émergeaient du sous-bois pour se jeter sur les humains. Kazrak était en avance. La note monotone d'un corps résonna soudain sur la droite de l'homme bête, suivi par de nouveaux cris et le son du choc des armes. Graktar attaquait à son tour. La bataille avait commencé. Aboyant un cri de guerre, Borzrak sauta par-dessus le talus et s'élança sur la pente humide, exhortant ses braves à en faire autant. Ses naseaux s'emplirent de l'odeur du sang et de la peur. Le cheval qui lui faisait face se cabra, essayant de fuir l'attaque, mais Borzar lui trancha une patte avant qu'il n'ait eu le temps d'entraîner le chariot à sa suite. Un jeune garde bondit hors du véhicule et se mit en position de défense. Ses mains tremblaient et la pointe de sa lance dansait à quelques pas des yeux de l'homme bête. Feintant sur sa droite, Borzar vit le jeune humain changer de position et chargea, détournant le fer de lance d'un coup de corne et faisant décrire un arc de cercle rasant à son arme. Il faucha son adversaire au niveau de la cuisse, et le soldat s'effondra en hurlant, du sang giclant de son artère tranchée. Se retournant, Borzar eut la mauvaise surprise de voir que la harde de Kazrak était en train de se débarrasser de ses derniers adversaires, alors que ses propres Ngor faisaient encore face à plusieurs soldats. Le temps lui manquait déjà, et il allait devoir prendre des risques s'il comptait s'attirer les faveurs de Graktar. Beuglant un rugissement terrifiant, il se jeta dans la mêlée, alors même que son arme cherchait l'un des derniers soldats. Cette fois, ce fut lui qui se retrouva victime d'une feinte grossière quand le lancier fit défier sa lance au dernier moment. La pointe érafla le crâne de l'homme bête, creusant un sillon sanguinolent dans l'os de son front. Du sang chaud jaillit sur ses yeux, immédiatement suivi d'un voile de haine écarlate. Borzar frappa de droite à gauche en mugissant, se moquant de savoir qui il allait toucher. Son arme s'enfonça dans le dos de l'un de ses propres Ngor, puis fut paré par un garde avant de venir briser une hampe de lance. Les défenseurs tenaient bon et Borzar sentit que ses forces faiblissaient déjà. Sur sa droite, Graktar se jeta dans la bataille et le rapport de force changea dans l'instant. Mais alors que le seigneur des bêtes taillait en pièces les derniers humains, Borzar comprit qu'il avait échoué. Comme si les dieux eux-mêmes avaient décidé de se moquer de lui, il entendit un cri de victoire venu de l'arrière de la caravane. Kazrak le borgne était debout sur l'un des chariots et brandissait au-dessus de sa tête cornue une énorme barrique de vin. À ses côtés, le chaman œil noir hochait la tête d'un air approbateur. L'impatience de Kazrak lui avait finalement apporté le triomphe. Il entendit le seigneur des bêtes, Graktar, jurer bruyamment. Puis le cri de victoire de ce dernier se joignit à celui de Kazrak. Ce soir, on mange homme et on boit vin. D'une seule voix, le reste de la harde se répandit en cris de joie en anticipant le festin à venir. Du chaos dans la jungle. Les cris stridents d'oiseaux au plumage vif et le bourdonnement incessant des insectes emplissaient l'air moite de la jungle. De temps à autre, les sifflements aigus d'une famille de ptérosaures se disputant la carcasse d'un crocodile géant perçaient au travers du bruit de fond. Entendant quelque chose approcher, les petits charognards relevèrent la tête de leur festin, du sang goûtant de leurs becs acérés. Un son semblable au tonnerre roula alors dans le sous-bois, suscitant un vacarme indescriptible parmi les autres habitants de la jungle. Les oiseaux se répandirent en cris perçants, et les singes joignirent leurs hurlements à la cacophonie, tout en bondissant de branche en branche. Les ptérosaures ne furent pas en reste, et prirent leur envol en glapissant. Le ronflement se fit plus fort, accompagné du bruit de troncs d'arbres arrachés et d'une respiration massive.
Dans un grognement sourd, un carnosaure fit irruption dans la clairière, brisant les branches des chacans qui lui barraient le chemin et piétinant les arbres les plus jeunes. Oublieux des échardes et des lianes qui fouettaient son visage écailleux, le grand Kurak Kroggar était juché sur le dos du puissant Grimlock. Le redoutable carnosaure qui lui servait de monture depuis près de 6 siècles claqua des mâchoires. Et sans même ralentir, attrapa en vol l'un des ptérosaures avant de l'avaler en entier. Levant sa tête massive, Kroggar poussa un rugissement caverneux, auquel Grimlock répondit par un mugissement assourdissant qui résonna dans l'air humide, annonçant à tous les habitants de la jungle que leur roi était en chasse. Kroggar leva sa lance à longue lame, se réjouissant par avance du carnage qu'il allait faire des intrus qui avaient osé pénétrer sur ses terres. Une crête vert sombre apparut directement dans la pénombre de la mangrove, suivie par une paire d'yeux jaunes reptiliens quand Tenoqual sortait silencieusement la tête de l'eau. Il cligna des paupières et perçut un mouvement au travers des lourdes brumes qui paraissaient au-dessus de l'eau boueuse. Des formes sombres se déplaçaient dans la pénombre de la rive, et il sut qu'il s'agissait de ses ennemis. Ses narines sensibles se refermèrent alors que la légère brume lui apportait la puanteur corrompue des envahisseurs. Il les avait suivis depuis 5 cycles solaires, attendant le moment idéal pour attaquer. Et ce moment était arrivé. Les ennemis pataugeaient dans la vase du marais, leurs armures noires couvertes de crasse qui masquaient les horribles symboles qu'elles arboraient. Des bruits de succion accompagnaient chacun de leurs pas laborieux. Mais la bande du chaos continuait d'avancer. Certains de ses membres avaient ôté leurs casques, révélant des visages d'une teinte bleuâtre maladive. Leurs yeux étaient du noir le plus pur, et leurs joues couvertes de symboles taillés dans leur chair. Tenoqual les croisa froidement, et sa crête changea de couleur pour avertir ses frères tapis derrière lui. Un rugissement lointain atteignit ses oreilles, et il se figea. Sa langue bleue jaillit de sa bouche, goûtant l'air. Après un instant de silence, il émit un son aigu, puis resta à l'écoute, la tête penchée de côté. Un grognement bas et sourd lui répondit, roulant sur l'eau depuis le haut de la rive. Reconnaissant l'ordre d'attaque du Kurak Bokax, il glissa silencieusement en direction des guerriers du chaos. Seule une légère ride à la surface de l'eau trahissait l'approche des Skinks. Tout en émergeant, Tenoqual extirpa un long dard enduit d'une résine turquoise, hors de son brassard en peau de salamandre, et l'enfonça dans l'embouchure de sa sarbacane. Bokax, grognant en prenant son élan vers les guerriers du chaos, brandissait son âme dentelée plus tranchante que le meilleur acier. Ses saurus couraient à ses côtés, leur corps souple et puissant penché en avant, avide de sang. Un petit groupe se détacha sur sa droite, cherchant instinctivement à encercler leur proie. Il vit aussi les Skinks émerger du marais comme des fantômes silencieux et menacer l'autre flanc ennemi. Les guerriers du chaos poussèrent un cri de défi en se préparant à recevoir la charge des saurus. Bokax rugit et porta le premier coup. Son arme s'enfonça dans un casque cornu, fendant métal et os. Dans la foulée, il frappa de son bouclier barbelé, éventrant un autre guerrier dans une gerbe de sang. La bataille faisait rage, et Tenoqual exhala avec force, projetant une dernière fléchette sur l'ennemi avant de repartir lestement vers la sécurité des eaux. Un groupe de guerriers venait en effet de se tourner vers les Skinks et s'élancer dans le marais à leur poursuite, s'y enfonçant jusqu'aux genoux. En quelques bonds, Tenoqual et ses éclaireurs se mirent hors d'atteinte. Les guerriers à leur poursuite ralentirent, frustrés pour découvrir qu'ils étaient en train de s'enfoncer dans la boue. Des cris et des grognements inhumains accompagnaient le choc des armes un peu plus loin, et ils se retournèrent pour sortir de la mangrove et porter secours à leurs semblables. Mais quelque chose d'immense surgit dans une gerbe d'eau et les en empêcha. D'autres formes gigantesques et couvertes d'écailles émergèrent du marais avec une vivacité incroyable pour leur masse, projetant de la vase et de l'eau tout autour d'elles et emplissant l'air de leurs cris. Les créatures musculeuses se frayèrent un passage dans la boue, brandissant des armes énormes,
et ouvrant grand leurs mâchoires, remplies de dents acérées. Le Croxigore de tête faucha un guerrier du chaos comme si c'était du papier. L'arme le coupa en deux et s'enfonça dans le sol. La puissance du coup fit pivoter le reptile et il se servit de son élan pour asséner un coup de queue épineuse, jetant à terre un autre de ses ennemis. Abandonnant son arme prisonnière, la bête s'élança en avant et referma ses mâchoires sur la tête d'un troisième intrus, broyant le métal de son casque entre ses dents avant de secouer la tête de droite à gauche, arrachant le crâne de sa proie. De son regard prédateur, le grand Kurak Kroggr observait la scène au travers des branches tordues des chacans. Grimlock laissa échapper un grondement menaçant et ses narines palpitèrent, libérant un jet de vapeur dans l'air. Kroggr pouvait sentir la tension du carnosaure à la vue de ses proies, et sa main, revêtue d'un gantelet ensorcelé, tira fermement sur la peau du cou de l'énorme bête afin de l'empêcher d'attaquer immédiatement. L'attention de Kroggr fut détournée des combats par le son de sabots. Un groupe de chevaliers en armure noire qui longeaient le marais près de la lisière de la jungle, éperonnant leur monture écumante vers le flanc des Saurus. Le monstrueux Grimlock essayait de forcer la maîtrise de Kroggr, l'odeur du sang submergeant sa volonté, et d'épais filets de salive s'écoulaient de ses mâchoires entr'ouvertes. Au moment où les chevaliers passaient devant eux, Kroggr relâcha sa pression et enfonça ses talons dans les flancs du carnosaure. Dans un rugissement sauvage, Grimlock s'élança hors de la jungle, labourant le sol détrempé de ses puissantes griffes. Les chevaux se cabrèrent de terreur à la vue de l'immense prédateur. D'un coup de ses puissantes pattes, le carnosaure brisa les jambes d'une des montures, puis mordit le cou d'une autre, mettant fin à ses hennissements terrifiés. Kroggr frappa de sa lance, empalant un chevalier sur sa selle en traversant son armure de part en part. Grimlock donna de la tête dans la mêlée, jetant à terre une nouvelle monture. Le chevalier du chaos s'affala lourdement dans la vase et Kroggr l'empêcha définitivement de se relever d'un coup de sa lance barbelée. Immobilisant un quatrième destrier dans l'étreinte de ses pattes, Grimlock lui lacéra le flanc de ses griffes arrière avant d'abréger les souffrances de la bête d'un puissant coup de dent. Des lames sombres s'abattaient sur les flancs du carnosaure, mais la créature ne sentait même pas les coups tant sa fureur était grande. Dégoulinant de sang, le carnosaure se dressa de toute sa hauteur et rugit une nouvelle fois, savourant férocement l'ivresse du combat. L'exultation de Kroggr faisait écho à celle de Grimlock, et il se débarrassa d'un autre adversaire en lui tranchant la gorge. Jetant des regards tout autour de lui, à la recherche d'une nouvelle proie, il se rendit compte que l'ennemi s'était dispersé et commençait à s'enfuir en déroute vers la jungle. La chasse promettait d'être bonne.